Nous allons l'aborder. Nous parlerons d'autres sujets liés à l'actualité, tels qu'évoqués par des journaux parus aujourd'hui, bien sûr, dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 13 février 2026. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Michel Coco, Victor Gwetomega était à la mise en onde. Jérôme Akouta assure la mise en ligne. Je suis Pascal Losso au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Anero, Radio La Paix à Takpame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM, là nous sommes à Baga près de Niamtougou et puis Radio Daoul à Bassa. D'apprendre plutôt. Tout à fait, Radio Courtoisie, là nous sommes plutôt à Dapan dans le grand nord du pays. N'oubliez pas, vous pouvez aussi nous suivre alors partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook, sans oublier bien sûr notre site internet www.canalfm.com et aussi nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Lébenet. Club de la Presse, vous le savez, c'est le décryptage, l'analyse, le débat sur l'actualité de notre pays, le Togo, du continent africain, aussi du monde entier. C'est avec mes confrères journalistes en studio, avec moi aussi des invités. Confrères journalistes, Firmete Kouagbo, bonjour. Bonjour Pascal Losso, merci de m'avoir invité. J'espère que vous allez bien. Ouais, je vais bien, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, vous allez bien et vous avez passé une bonne semaine. Ouais, bien évidemment, même si elle était un peu mouvementée, mais ça va, Dieu nous a aidés et avec sa grâce, nous portons devant ce micro pour dire peut-être ce qui a d'utile. Ah oui, ce qui est utile. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes journaliste, également chroniqueur politique. Merci d'avoir accepté notre invitation. Autre confrère qui a accepté notre invitation, c'est bien Théophile Pointo. Théophile, bonjour. Oui, bonjour Pascal. J'espère que vous allez bien. On rend grâce à Dieu. C'est l'essentiel, rendons toujours grâce à Dieu. Voilà, si vous permettez, je voudrais lancer un coup d'alerte aux autorités dans chaque pays, le Togo, puisque je sais savoir que quand on donne l'autorité à quelqu'un, il doit l'exercer dans les limites de ses compétences. Et je crois qu'entre le préfet et la direction des cultes, celui qui ferme un lieu de culte, on doit le savoir clairement. Donc je lance un cri d'alerte aux autorités et que chacun reste dans les limites de ses compétences. Merci. Le message est adressé à qui de droit? Naturellement. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le directeur de publication du journal Le Populiste. Le Populiste qui est dans les kiosques depuis hier. Merci d'accepter notre invitation. Gabien Diaro, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour au plateau. Là, vous avez préféré être dans un costume alors d'Anago, là, c'est ça? Oui, bon, c'est africain, c'est typiquement. Mais justement, c'est ce que moi je voudrais dire, que c'est africain. L'essentiel, c'est ça, et on préfère être plus africain, là. Oui, je me sens bien quand je suis beaucoup plus en africain que dans les histoires de cravate et autres, là, c'est énervant. Nous-mêmes, on s'habille et puis on se met la corde au cou. J'y pense, mais bon, pour... mais on vous dirait aussi que vous êtes élégant. Oui, bon, en tout cas, c'est bien, mais... Je préfère l'africanité que truc là. Par rapport à la fermeture des lieux de culte et tout, bon, je ne sais pas si... c'est toujours des églises. C'est facile de fermer les églises que les Hunokpa. Vous voulez parler des couvents? Oui, des couvents, c'est facile. Hein. Quand on parle de fermeture de lieux de culte et tout, ben, ce ne sont pas que les églises qui font du bruit ou bien qui enfreignent des règles. Souvent aussi, hein, ce genre de lieux, de couvents et autres là font aussi du bruit, dérangent aussi le voisinage. Mais bon, la plupart du temps, on ne les ferme jamais. Je ne sais pas si par peur, si c'est par peur, ou bien parce que Dieu, lui, il est trop clément, qu'on s'attaque beaucoup plus aux églises. Tout ça, je pense qu'il faut réglementer la situation. Essayez quand même d'appeler les autres aussi, c'est Dieu, hein? Oui, c'est Dieu. Bon, Dieu Christ, en fait. Voilà, il est beaucoup plus tolérant. C'est pourquoi on s'attaque beaucoup plus aux églises. Mais bon, quoi qu'il en soit, je pense qu'il faut réglementer la situation. Et puis les églises qui ne vont pas respecter cet ordre-là qui sera donné seront tout simplement fermées. Mais se ruer tout simplement juste comme ça pour fermer les églises à tue-tête parce que quelqu'un s'est plaint, peut-être que c'est la tête du pasteur ou bien des fidèles même qui ne plaît pas véritablement à cette personne-là. Mais si on se fonde juste
sur la plainte du voisinage et autres là pour fermer les églises, je pense que c'est pas du tout bien. Et pour moi, aujourd'hui, les églises, à un moment donné, donnent beaucoup plus d'espoir aussi à la population parce que nous sommes dans une situation assez compliquée. Et le fait d'aller à l'église le dimanche, voir le pasteur prêcher ou bien le prêtre dire des mots assez compatissants à notre endroit, ça nous réconforte et ça donne du bon moral. Là. Voilà, tu te dis que bon, il y a encore de l'espoir, il y a encore quelque chose à faire. Et donc, je pense que nos autorités doivent véritablement plancher sur ce problème-là. Fermer les églises ne pourra pas résoudre totalement le problème. Mais il faudrait aussi que les choses se fassent aussi dans la règle de l'art. Oui, parce que la plupart du temps, ces gens-là, quand ils ouvrent les églises, les autorités le savent parce qu'ils obtiennent aussi leur autorisation sous la coupole des organisations autres là. Ils ne se lèvent pas du jour au lendemain pour ouvrir les églises. Et donc, à un moment donné, l'autorité elle-même doit se remettre en question et savoir réellement ce qu'il faut faire. D'accord. Et 30 secondes pour terminer, les cas d'AVC, surtout des jeunes, ça prend de l'ampleur. Vraiment, je ne sais pas ce qui est en train de se passer. Hein. Mardi, j'étais avec un ami, on a eu à travailler sur un certain nombre de sujets. Et puis, hier, il m'a parlé du fait qu'il avait du vertige et qu'il a dû appeler un chauffeur pour l'amener à la maison. Il n'a pas pu conduire lui-même. Et bizarrement, dans la soirée, vers 19h, sa femme m'appelle qu'il est hémiplégique. Voilà, actuellement, elle est à l'hôpital en train de suivre le traitement. Donc, vraiment, c'est un jeune d'une trentaine d'années, tout comme moi. Donc, vraiment, cette situation-là, il va falloir qu'on prenne soin de notre santé. C'est important. Oui, ce n'est pas que du sport, parce que celui-là, c'est un grand sportif, mais vraiment, il faut prendre soin de notre santé, faire régulièrement le bilan de santé. C'est vrai que c'est coûteux, vu notre niveau de vie aussi, mais il va falloir le faire pour pérenniser notre bonne forme. C'est important. Merci Gabriel Adjaro d'avoir répondu à notre invitation. Là, je rappelle que vous êtes juriste et analyste politique aussi. Merci d'accepter notre invitation. Emerson Aivo, bonjour. Bonjour, monsieur Pascal. Alors, je sais que cette voix dira beaucoup de choses quand même à ceux qui sont des auditeurs des radios, bien sûr. Il y a beaucoup de radios, bien sûr, sur lesquelles vous êtes passé. Emerson, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais bien. C'est-à-dire que le moral est là. C'est ça qui nous permet de tenir beaucoup, enfin debout. Mais en même temps, on va pas bien parce qu'on a envie que tout le monde suive le projet sur lequel nous sommes en train de nous battre. C'est un peu ça. On se sent seul à se battre contre vents et marées pour pouvoir porter notre projet pour lequel je suis là ce matin. Voilà. Alors, c'est vrai que c'est pas... Je dévoile le secret quand même. Si des gens s'écoutent Chris sur des radios, bien sûr, c'est lui et il fait justement des émissions surtout alors d'amour. Voilà, vous aimez bien, Gabin. Vous aimez bien ces émissions. Nous sommes alors autant alors d'amour. Et 14 février, c'est bien demain. Mais demain, vous avez bien sûr un projet puisque nous avons commencé même par écouter cela depuis. C'est bien ce projet cinématographique que vous lancez. Exactement. Et demain, Sextape, c'est bien le nom, un peu provocateur là. Oui, très provocateur même, mais c'est notre réalité, je dirais même planétaire, parce que dans tous les pays aujourd'hui, on se rend compte que les gens prennent des risques en affichant ou bien en se filmant, en utilisant leur téléphone pour jouer peut-être à des réalisateurs de films de certains niveaux, et ça retombe après sur nous, ou bien sur la famille, ou bien sur la personne même. Et aujourd'hui, il est temps quand même de faire prendre conscience à notre jeunesse qu'il y a des limites à tout. Il y a des limites à tout, et aujourd'hui, à travers ce film qui s'appelle Sextape, nous avons voulu montrer que le passé ne meurt jamais. Quand vous faites ce genre de choses, ça peut vous rattraper. Voilà, c'est ça qui est le plus important. Et c'est une forme de sensibilisation ? Bien sûr, puisque ce qui suit la sortie de ce film, c'est la campagne qu'on a appelée No Sextape,
qui va démarrer pour que de Lomé jusqu'à Saint-Cassé, pour les mairies, les préfectures qui nous acceptent, on puisse venir aussi projeter ce film-là. Donc on a toujours cette idée de formation ou bien d'éducation derrière. Et la preuve, vous venez de le dire, je suis Chris à la radio. Je pense que j'ai quand même contribué à soutenir notre jeunesse à travers les émissions que j'avais eu à créer. Même aujourd'hui, on continue là-dessus. Donc, c'est ce qui est important pour moi par rapport à ce projet-là, c'est de dire que nous avons une meilleure manière de porter, des réformes sur l'éducation, les mœurs de tout un chacun à travers le cinéma, plus que dans d'autres choses, quoi, de dire qu'on va faire la morale à l'école et tout. Je ne pense pas qu'on va réussir. Mais par le cinéma, je crois qu'on tient le bon filon pour pouvoir arriver à redresser certaines choses de notre jeunesse. Alors, on ne va pas dévoiler le contenu ici, mais alors, dans son ensemble, le film parle de quoi ? C'est l'histoire de cette jeune femme qui a vécu une histoire d'amour complètement, je dirais, folle avec un jeune homme, et qui finalement, à un moment donné, s'est remise en question, a rencontré un nouvel homme et qui lui propose le mariage, et à quelques jours du mariage, l'ex revient pour dire que si tu ne te remets pas, tu n'annules pas ton mariage, je vais publier. Voilà, je vais publier des trucs qu'on a fait ensemble. Et c'est comme ça, le film tourne autour de ça. Oui. Comment on résout ce problème-là, et c'est ce que vous allez découvrir demain. Ah oui, justement, c'est ce que nous allons découvrir demain au Palais des Congrès de Lomé, à partir de 19h. À partir de 19h. Et comme j'aime bien faire les choses, je n'invite pas les gens juste pour la Saint-Valentin à venir voir juste un film rentrer à la maison. C'est tout un spectacle. Il y a pas mal de choses qu'on fera, et on sera à l'heure. De 19h, disons à 22h30, on sera ensemble. On va faire pas mal de cadeaux qui nous a été permis aussi par la SNB qui nous accompagne, et on pense qu'on va faire de grandes choses. Et il y a même un billet, 2 billets d'avion offerts pour les personnes, les couples qui seront là, qui vont acheter des tickets de 10 000. Donc, on va faire un tirage au sort pour que Asky leur offre un voyage sur Abidjan-Lomé. Voilà. Mais le choix du jour, c'est-à-dire 14 février, est-ce que ça a été anodin là ? Non, parce que il faut dire que quand on a fait l'avant-première, c'était le 29 novembre, on s'est rendu compte qu'il y avait du monde même derrière. Les gens sont arrivés en retard. Et on leur a dit que c'était déjà à un certain niveau. Il y avait même plus de tickets à vendre. Et donc, on s'est dit, mais quel est le meilleur, le meilleur moment pour faire sortir ce film-là? Et on a vu dans le calendrier, le 14 février tombe sur un samedi. Donc on s'est dit, on va y aller. Ça va être le premier événement cinématographique de l'année 2026. Et nous sommes là pour marquer aussi notre temps. Donc si le 14 février 2026 reste dans les annales, on sera fiers de l'avoir choisi. Alors, quel est ce message que vous allez adresser à ceux qui vous écoutent actuellement et qui doivent nécessairement faire le déplacement demain? Oui, je vais juste faire référence à ce papa-là qui était allé à l'avant-première, qui nous a dit, mais vous savez quoi, je ne pourrai jamais discuter de ces choses-là avec ma fille, mais la prochaine fois que vous allez faire ce film-là, vous allez sortir le film, je serai là avec elle, parce que c'est pas un dialogue que je pourrais avoir avec elle. Et aujourd'hui, c'est ce que je dis. C'est-à-dire, il y a des choses on peut pas se dire entre nous. Et à travers le cinéma, vous venez avec la famille et tout. Puisque beaucoup de gens se disent, sextape, mais ce n'est pas ça le plus important. Et je pense que si personne n'a relevé le fait d'être choqué, pour être venu voir l'avant-première, qui a quand même fait salle comble, c'est plus de 500 personnes qui étaient là. Ça veut dire quand même qu'on n'a pas eu de scènes osées, choquantes pour repulser les gens. Ça veut dire que vous pouvez venir en famille. Mais pourtant le titre même d'ailleurs du film, oui. On aurait cru justement des images choquantes.
Non. On n'est pas. Moi, je suis quand même à la base éducateur. Tout à fait. Donc, mes enfants étaient dans la salle. Et donc, je ne vais pas permettre à ce que ça se passe comme ça. Et puis, quand je parle d'exploitation cinématographique, vous savez, quand vous êtes dans le cinéma, vous apprenez les codes. Si vous montrez dans votre film quelqu'un qui prend un couteau et qui égorge par exemple quelqu'un, votre film tombe déjà sous le coup de la violence. Ah oui? Et donc, il y a certains, c'est ça, moins 12 ans. Donc, puisque nous voulons faire un film qui soit regardé par tout le monde, il y a des choses que vous ne pouvez pas montrer dans le film. Et un film qui soit éducateur aussi. Voilà. Donc, c'est hyper important pour nous. D'accord, hyper important pour vous. Et merci, Emerson. J'aimerais parler parce que c'est la première fois que je rencontre Gabin. Je suivais ces émissions sur votre radio consoeur, Radio Zéphi. Et on a même eu à faire une rencontre à laquelle n'était pas présent. C'était au niveau de la paroisse universitaire. Oui. 2008 ou quelque chose du genre. C'est la première fois. C'est assez émouvant quand même. Mais je lui tire chapeau parce que c'est doublement osé. Premièrement par le titre, parce que c'est un phénomène aujourd'hui qu'on est en train de vivre. Vous avez vu sur les réseaux sociaux la dernière fois où des images de certaines filles ou bien de certaines personnes qu'on appelle influenceurs ou bien influenceuses sur les réseaux sociaux défiler à tout bout de champ, et ça va les poursuivre toute leur vie. Je pense que c'est assez révélateur de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Il faut quand même rééduquer la jeunesse et même pratiquement tout le monde, parce qu'il n'y a pas que les jeunes dont les vidéos fuitent parfois, il y a aussi des vieux, et donc je pense que c'est doublement osé. Parce qu'au prime abord, aujourd'hui, le cinéma au Togo, c'est assez compliqué. J'avais une discussion avec le grand frère Steve Naf il n'y a pas 2 semaines. Il me parlait de toutes les difficultés qu'il rencontre pour essayer d'implémenter ce genre de projet-là, avec les salles de cinéma qui sont en train de fermer, alors que le cinéma aussi peut éduquer. Et donc, pas que rester à la maison, les enfants à la maison, ils suivent du n'importe quoi. Mais quand on a de ce genre de films, que nos médias même peuvent s'approprier, même acheter auprès de ces promoteurs-là pour éduquer la société, je pense que ça fera du bien à notre société, à notre communauté, pratiquement à toute la jeunesse et à toute la population togolaise. Donc, j'aimerais quand même interpeller les autorités, les premières autorités, notamment le ministère de la Culture, à faire en sorte que le cinéma soit quelque chose qu'on va s'approprier au Togo, qu'on financera, parce que le cinéma, c'est beaucoup d'argent pour un petit film, et surtout que ce ne sont pas les acteurs qui manquent. Hein. Bien sûr, les acteurs très compétents. Il y en a plein, des acteurs très compétents qui sont reconnus à l'extérieur et autres. Là, j'aimerais faire un clin d'œil à Julio Teko et autres. Donc aujourd'hui, je pense que même pour un court-métrage, c'est tellement cher. Vous ne pouvez pas imaginer tout ce que ces messieurs-là font sur le terrain pour essayer de donner quelque chose à notre culture. Parce qu'en consommant du cinéma, les films et autres, là, vous consommez la culture aussi des pays. Vous avez vu les Nigériens et autres. Là. Si les gens veulent faire leur cérémonie de dot et autres aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils portent? Ils portent pratiquement les habits des Nigérians. Et les Américains et autres, là, ils ont su imposer leur culture, leur manière de voir le monde à travers le cinéma. Donc, je pense que nous devons travailler aussi à cela pour que vraiment notre culture s'impose à l'international. Merci beaucoup, Gabin Diaro. Emerson, finalement, vous avez un fan qui sera là demain. Je sais qu'il ne sera pas la seule. Hein. Il sera en couple. J'espère bien. Et je vous remercie de me donner la parole pour porter ce fardeau de relever le cinéma. Comme on vient de le dire, les salles que nous avons viennent de fermer encore, et tout le monde se dit comment on fait. Est-ce que quand vous faites du cinéma aujourd'hui, vous allez faire comment? Mais je dis que quand la population se lève pour dire nous aimons ça, ça s'impose à l'autorité. Justement, ça s'impose. C'est ce dont on a besoin aujourd'hui. Si demain nous arrivons à remplir le palais, je pense qu'on parlera du cinéma autrement à partir du 15. Donc voilà, c'est cette bataille-là qu'on est en train de mener. D'accord. Merci beaucoup, Emerson. Vous restez avec nous. Pas de souci, vous restez avec nous. Mais ce qu'on ne sait pas aussi, c'est que c'est Emerson qui nous a offert ce joli plateau sur lequel nous sommes en train alors de faire cette émission, puisque c'est un homme de grand cœur, un homme qui aime beaucoup la radio. Emerson, merci. Merci, mais les gens ne savent pas que j'ai commencé la radio à Canal FM. Tout à fait. Voilà, j'ai commencé la radio à Canal FM il y a 25 ans.
Donc, quand je dis que je fais de la radio, mais puisque les gens n'arrivent pas à faire la distinction entre Chris qui fait la radio et puis Emerson Ivre. Donc, voilà. Donc, on a commencé depuis très longtemps. Et c'est grâce au directeur Modeste que je remercie, qui nous a donné la perche, parce qu'on a fait une émission. On faisait une émission pour donner envie aux enfants de discuter avec les parents et les parents aussi de discuter avec leurs enfants. Et on a créé ce lien-là à l'époque dans une émission qu'on avait mise en place sur Canal FM. Donc, merci, 25 ans après, vous revenez à Canal FM. merci Emerson. Sans transition, on va parler alors de ce nouveau produit de Sono Bank. Et nous sommes avec le directeur, Brice Adifon. Monsieur Adifon, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien. Vous êtes directeur de la clientèle des particuliers et des professionnels, bien sûr, à Sono Bank. Et c'est vrai, tout récemment, il y a ce nouveau produit. Nous avons même eu vent alors de cela dans cette semaine. Je veux bien parler alors de cette carte Visa que vous avez, bien sûr, fait sortir. Alors, au niveau alors de Sono Bank, c'est quoi la nécessité, surtout pour vous, de faire sortir cette carte qui est un nouveau produit pour vous à Sono Bank? Ok, rebonjour, monsieur le journaliste. Bonjour aux autres journalistes présents dans le studio. Et on vous remercie pour l'opportunité que vous nous donnez de parler justement de ce nouveau produit. Donc, la nécessité pour nous avons déjà des cartes. Nous avons des cartes qui sont utilisées dans l'espace UEMOA, donc GIM UEMOA. Et on a senti que nos clients étaient limités dans l'utilisation, dans la satisfaction de leurs besoins. Et il était important pour nous de leur permettre d'avoir cette possibilité d'utiliser, d'avoir accès à leurs fonds quand ils sont hors réseau UEMOA, hors réseau GIM. Donc aujourd'hui, le client qui est détenteur de la carte Visa a la possibilité d'opérer, de faire des opérations dans le réseau Visa, qui est un réseau international qui vous permet, hors du pays à l'international, en Europe, aux États-Unis, en Asie, partout, d'avoir accès à vos fonds et de pouvoir faire des retraits, de pouvoir acheter et payer directement via la carte. Donc, c'est un cap que nous franchissons en émettant ces cartes-là pour satisfaire le besoin de notre clientèle. Alors, quels sont les types alors de cartes que vous proposez surtout à Sono Bank? Ok, on a 3 types de cartes Visa. Il y a l'entrée de gamme, la carte Visa classique, qui est l'entrée de gamme et qui offre la possibilité à tout client de retirer de l'argent à partir de 600 000 le jour jusqu'à 1,5 million en semaine et de pouvoir faire des paiements également à partir de 1 million jusqu'à 2 millions. Et cette carte coûte 2 000 francs le mois. Nous avons la carte Visa Gold, qui est un peu la gamme moyenne, qui permet quand même aux clients d'avoir accès à leurs fonds avec des plafonds un peu plus relevés, plus élevés. Donc on parle de 1,5 million jusqu'à 3 millions en paiement. Et on a la carte, la Platinum, et cette carte Gold coûte 5 000 francs le mois. Donc il y a la Visa Platinum, qui est le haut de gamme. C'est destiné à une clientèle d'une classe donnée. Et donc, ça permet également de monter le plafond de paiement jusqu'à 5 millions. Voilà. Donc, cette carte coûte 8 000 le mois. Donc, voilà ce que nous proposons. C'est ce que vous proposez. Mais justement, il y a d'autres banques également qui proposent des cartes. Parce que, justement, on ne va pas citer alors ces banques. Mais quelle est la particularité alors de vos cartes? Okay. Merci. C'est vraiment ça, ce que le facteur de différenciation. Les cartes que nous offrons aujourd'hui incorporent l'assurance voyage. Nous sommes sous nous un groupe d'assurance et de banque. Et donc, nous avons cru bon d'offrir quelque chose qui permet aux clients de profiter amplement de tout ce que le groupe offre. Donc, tout détenteur de la carte Visa Sono Bank a droit à une attestation d'assurance voyage à 0 francs. Donc, dès que vous êtes détenteur de la carte Visa jusqu'à la carte Platinum,
vous avez un projet de voyage. Pour les voyages, pour prendre le visa, il est demandé une attestation d'assurance voyage. Donc aujourd'hui, juste parce que vous êtes détenteur de cette carte, vous allez à n'importe quel guichet, à n'importe quelle agence, on vous délivre l'attestation d'assurance à 0 francs. Nous avons également une assurance pour vol de carte et pour perte de carte. Donc ces deux éléments sont importants parce que les autres cartes n'offrent pas ça. Donc aujourd'hui, dès que la carte, vous la perdez ou on vous vole la carte, nous vous remplaçons la carte et nous vous restituons les fonds volés, dans la mesure d'un certain plafond. Mais il y a aussi la question de sécurité surtout, puisque quand nous avons une carte, c'est aussi des données, des données numériques, bien sûr. Comment vous faites pour arriver à sécuriser ces cartes ou à sécuriser ces données, j'allais dire, du détenteur alors de la carte? Effectivement, on aurait dû lancer ces cartes depuis un moment. Et le facteur sécurité était très important pour nous. Et d'abord, Sunu Bank à l'agrément PCI DSS, donc à l'international, c'est la norme de sécurité qui est reconnue pour tout ce qui est transactions électroniques et notamment les cartes. Donc nous avons cet agrément depuis environ 3 ans qu'il faut renouveler chaque année. Donc ils passent, ils font l'audit, ils font l'évaluation et ils renouvellent. Donc chaque année nous sommes soumis à un audit pour s'assurer qu'au niveau des cartes, il y a la sécurité en termes de sécurisation des fonds de notre clientèle. Donc en plus de ça, et nos cartes intègrent aussi le dispositif avancé de sécurité des transactions comme les 3DS que Visa donne généralement. Donc vous pouvez être rassuré et tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité sur les cartes Visa Sunu Bank. Alors vous avez dit que vous devez normalement lancer ces cartes depuis, mais pourquoi maintenant alors? Oui, c'est justement pour ça. On a dû travailler pour sortir quelque chose de différent. J'ai parlé tantôt de ce que nous offrons. En plus de tout ce que les autres offrent, il y a l'assurance. Donc, pour un type d'assurance donnée qui doit fonctionner dans le monde entier, il faut des partenariats. Donc, on a dû nouer des partenariats à l'international pour que tout ce qui intègre l'assurance voyage en termes d'hospitalisation à l'étranger, en termes d'évacuation, en termes de prise en charge, dès que quelque chose vous arrive à l'étranger, il faut mettre en place ce partenariat-là et également travailler sur la norme sécuritaire pour vraiment sortir quelque chose de bon. Monsieur Adibon, quel est aujourd'hui l'impact alors de ces cartes sur vos clients? Est-ce que vous avez commencé par avoir, c'est vrai, c'est nouvellement lancé, mais est-ce que vous avez commencé par avoir déjà des répercussions ou de l'impact alors au niveau alors de vos clients? J'avoue qu'elle était attendue, cette carte. Donc, il y a beaucoup de clients, on l'avait annoncé, et qui attendaient déjà. Donc, dès que c'est lancé, il y a un engouement déjà énorme autour de cette carte-là. Je n'ai pas les chiffres, mais j'ai d'ailleurs demandé à l'équipe de me faire un retour aujourd'hui, mais je vous confirme qu'il y a eu un engouement. Et dès le jour du lancement, sur place, on a déjà commencé par faire des souscriptions. On avait déjà une liste en attente, une liste en attente de clients qui souhaitent avoir la carte, donc je vous rassure que ça va bien. Alors, je voudrais qu'on revienne un peu sur les avantages que vous offrez à travers ces cartes à vos clients. Quels sont justement ces avantages? C'est vrai, vous en avez parlé, mais je voudrais qu'on revienne là-dessus. Voilà. Et déjà, la possibilité que le client détenteur de la carte puisse avoir accès au réseau Visa, comme toutes les autres cartes Visa. Mais ce que nous offrons de plus, c'est, comme je l'ai dit tantôt, l'assurance voyage qui est intégrée. Ce n'est pas une option, ce n'est pas une faveur, c'est un droit. Donc, tout détenteur de la carte et qui a un projet de voyage et qui souhaite avoir une assurance voyage, il se rend à n'importe quelle agence sous nous, on lui délivre l'attestation voyage. Il y a l'assurance vol de carte et perte. Donc ça, c'est ce qu'il y a de différent également. Donc tout détenteur qui se trouve dérobé ou pour une raison ou autre perd sa carte et on lui renouvelle la carte.
et on lui rembourse ce qui a été dérobé, ce qui a été soutiré indûment sur la carte. Donc voilà ce que nous offrons comme avantage que les autres n'offrent pas, mais pour l'ensemble, ça offre quand même au client une liberté. Une liberté dans ses déplacements, dans son voyage, partout dans le monde où il y a le réseau Visa, il pourra opérer sur son compte. Mais je comprends tout simplement qu'il y a justement, ça offre cette liberté dont vous parlez, mais de la sécurité aussi, de la simplicité. Oui. Et là, c'est ce qui doit nous amener justement à aller vers cette carte Visa, ou ces 4 visas, j'allais dire, puisqu'il y a des types. Hein, oui, il y a trois gammes que nous lançons. Voilà, monsieur le directeur, un mot pour finir cet entretien, votre message à l'égard alors ou à l'endroit justement de nos auditeurs ou de vos clients. Ok, je dirais simplement que c'est assez simple. Hein. Il suffit de se rendre dans nos agences Sunubank pour solliciter soit l'ouverture du compte pour ceux qui n'ont pas encore de compte et pour ceux qui ont déjà leur compte dans nos livres, de solliciter la carte et les gestionnaires de compte, tous ceux qui travaillent vont se mettre à 4 pour offrir la carte, pour lui mettre la carte à disposition. Donc à la population, nous leur demandons de venir découvrir cette nouvelle génération de cartes qui ouvre véritablement les portes au monde, à tous les clients détenteurs. Monsieur Brice Adifon, merci d'être passé dans cette émission. Je rappelle que vous êtes le directeur de la clientèle des particuliers et des professionnels des cartes Visa, bien sûr, Sunubank, bien sûr, vous êtes à Sunubank, Togo. Merci d'être passé alors dans cette émission. C'est nous qui vous remercions. Merci à Canal FM. Et merci pour tout ce que vous faites. Merci beaucoup. Alors, nous continuons cette émission avec ce premier sujet. Premier sujet quand même qui nous intéresse bien. J'en parlais en début d'émission, bien sûr. Et c'est ce score pour ce qui concerne la corruption alors dans nos pays. Avec un score de 32 sur 100, le Togo stagne au 120e rang mondial sur 182 pays évalués. Et qu'est-ce qui ressort alors? C'est ce qui ressort alors de l'indice de perception de la corruption IPC 2025 de Transparency International, publié bien sûr ce mardi 10 février. Et en 2 ans, le Togo est resté dans la moitié inférieure du classement mondial et au même rang dans le classement spécifique à l'Afrique subsaharienne, une région décrite comme la moins performante international. Gabin, alors, en suivant justement ce score, ce classement, ça veut dire qu'on n'a pas fait assez d'efforts là, en matière de la lutte contre la corruption. Bon, est-ce qu'on n'a pas fait assez d'efforts? Est-ce qu'on a même fait des efforts? Je me dis qu'on n'a pas fait des efforts, même s'il y a eu un rang de progression. Je pense qu'il n'y a pas eu de progression vu les mécanismes qui ont été mis en place par le gouvernement afin de lutter contre la corruption. Vous savez, c'est tout ça là qui plombe le développement de notre pays, surtout qui fait en sorte que les populations n'arrivent pas véritablement à s'en sortir. Quand on parle de corruption, vous savez, dans nos sociétés, c'est beaucoup plus lié à l'administration et à tout ce qu'il y a comme fonction publique et tout ça. Et bon, souvent dans les administrations privées, ce n'est pas le cas parce que les directeurs généraux de ces entreprises et autres là sont beaucoup plus regardants. Mais quant à ce qu'il y a lié, que ce soit à la justice, à l'administration publique et tout ça, c'est assez compliqué. La corruption est en vogue et donc on peut dire que les mécanismes mis en place par le gouvernement ne font pas véritablement leur travail. Moi, je tire toujours chapeau à la Cour des comptes qui fait toujours sortir des rapports pratiquement chaque mois, chaque 3 mois, chaque 6 mois. Quand vous consultez le site officiel de la Cour des comptes, les rapports sortent. Et j'ai l'impression que c'est la population qui ne va pas véritablement aux informations pour savoir comment gérer nos services publics. Et donc, moi, je suis un peu triste parce que quand on parle de corruption qui est en vogue, qui prend de l'ampleur dans un pays, ben c'est tout le développement du pays qui subit le coup parce que on est toujours en relation avec les bailleurs de fonds, on emprunte toujours de l'argent auprès de ces institutions internationales-là. Et donc, c'est très compliqué qu'on puisse
emprunter de l'argent, venir investir quelque part ou bien dans un projet et que le projet ne porte pas parce que, bon, quand vous prenez toute la chaîne, chacun perçoit une partie de cet argent-là, ce qui véritablement n'arrive pas à faire en sorte que le projet puisse prospérer. Donc, moi, je suis triste parce qu'aujourd'hui, la Raplucia aussi a été créée, c'est une institution de la République et tout, mais est-ce que cette Raplucia-là a vraiment les coups de frange pour pouvoir poursuivre les gens? Parce qu'il y a toujours de ces choses-là qu'on dénonce. Le président du Conseil, bon, quand il était président de la République, avait parlé de la minorité qui accapare les biens du pays. Est-ce que cette minorité-là est poursuivie? On a parlé de surfacturation dans l'administration et tout ça. Est-ce que ces personnes-là sont poursuivies? Donc, s'il n'y a pas des exemples pour montrer que si vous faites encore cela, vous serez poursuivi, vous serez puni par la loi, alors les gens ne feront aucun effort. Entre-temps, la Raplucia nous avait dit que, bon, certains qui avaient détourné les deniers publics ont accepté de rembourser par acompte, comme si, bon, c'est l'État, c'est du ficelle, que tu peux aller emprunter de l'argent et venir régler par à coup comme tu veux. Non, à un moment donné, il faut montrer le bâton, il faut taper même pour que ceux-là qui vont encore se hasarder sur ce chemin-là arrivent à se dire que non, c'est un bien public, il faut faire très attention. Donc, D'accord. la corruption, c'est en vogue. Merci, Gabin. Oui, avec 32 sur 100, c'est-à-dire c'est le score que le Togo a fait, ça veut dire que la corruption est toujours dans nos murs. Hein? Oui, la corruption est partout dans le monde. Souvent, quand on parle de corruption et puis on parle du Togo, moi, ça me fait sourire. Parce que quand on voit les pays les plus corrompus au monde, vous ne verrez pas le Togo. Hein. Ça, je le dis. C'est-à-dire, est-ce que vous êtes sûr que les institutions internationales sont... Quand on a un extraordinaire assainissement des finances publiques, c'est ce qui a fait ramener les bailleurs internationaux. Et puis quand on parle de corruption, c'est la deuxième chose. On pense que c'est la fonction publique. Tous, des fois, on viole les petits corps. Soit le policier nous arrête, il ne nous demande rien, on lui tend 1000 francs, on lui tend 2000 francs. On n'a pas fait assurance, on n'a pas fait visite technique, on nous arrête, on nous dit, on délivre un papier, on dit non. Alors on tend 5000 peut-être au policier, peut-être il prend, on va dire que c'est un corrompu. Nous sommes tous corrompus. Maintenant, on dit, dans la société publique, on dit, vous avez à la mairie, peut-être vous avez besoin d'urgence de votre dossier, qu'on légalise. En un temps record votre dossier, le gars dit non, vous venez le soir, vous dites, vous voulez faire ça tout de suite, vous attendez 2000 francs. On tient compte de ça aussi dans les scores. Vous avez la justice, le juge ne vous demande rien. Vous voulez qu'on vous condamne quelqu'un à peut-être à une peine civile. On ne vous demande rien, vous tendez quelque chose au juste. Après, vous dites que le Togo est un pays corrompu. Nous sommes tous des corrompus. Mais attends, quand on parle ainsi, ça veut dire que c'est aussi une réalité hein, qu'on exprime. Oui, c'est cette réalité que je suis en train d'exprimer, Pascal Lossou. C'est cette réalité, nous sommes tous des corrompus. Ça n'a rien à voir. Vous savez, il y a quelque chose qui m'impressionne. Quand on dit, avant moi aussi je citais ça, mais après j'ai fait de petites recherches. Fonia Singba dit, une minorité, ça n'a pas les richesses. Est-ce que vous avez vu une fois des opposants, ce que je qualifie de sérieux, sur les médias et demander à Fonia Singba de dénoncer cette minorité-là? Vous avez vu ça? Vous avez une fois vu ça? Que les opposants qui se disent sérieux, vous les avez une fois vus aller sur les médias? Oui, dénonce cette minorité. Dénonce, peut-être on fait une manifestation. Dénonce. Pourquoi ils ne font pas ça? Il y a quelque chose de sérieux dans cette affaire-là. C'est-à-dire quand on parle de corruption, le Togo n'est pas le pays le plus corrompu au monde. Mais il faut mettre en place des mécanismes. Il n'y a pas question quand même de fait de comparaison. Oui, il faut mettre en place. On parle d'un fait qui est chez nous. Oui. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, parce qu'on est sur ce score de transparence, ce classement alors de transparence internationale. C'est nous-mêmes qui l'avons produit. Ok, merci Firmin. Jamais Pouli, bonjour. Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM. J'espère que vous allez bien. Grâce à Dieu, ça va. D'accord, Dieu merci. Alors nous sommes en train de parler alors de ce classement de transparence internationale qui classe bien sûr, où le Togo est classé bien sûr à 120e position par rapport à cette question de corruption. Oui, des efforts sont faits avec la Raplucia, mais il semble que ces efforts n'ont pas tellement d'impact.
Oui. Bon, globalement, comme Firma le disait, il y a la corruption partout. Mais il y a ce classement qui vient dire qu'il y a au moins 70 pays derrière le Togo qui sont corrompus. Et il y a au moins 119 qui sont devant le Togo. Bon, on pourrait dire d'accord. Mais après, en réalité, moi, je me pose la question sur ces classements. Vous savez, si j'étais Camerounais, peut-être que j'allais porter plainte contre ce classement depuis longtemps. Pendant longtemps, le Cameroun a été classé comme l'un des pays les plus corrompus au monde. Parfois, c'est le plus corrompu. Et après, il faut se poser la question, quels sont ceux qui font ce classement-là? Parce qu'on prend ça d'emblée comme parole de vérité. Non, mais est-ce que ce n'est pas sur des critères? Non, ils n'en ont pas. Mais il y a un farfelu en Angleterre qui s'est amusé à classer le pays le plus malheureux au monde. Et moi, je te dis, j'étais choqué quand j'ai vu ce classement. Et nos pays africains, Togo, Côte d'Ivoire, tout ça, nous étions les pays les plus tristes au monde. Des pays comme la Libye. est-ce que ça aussi, c'est pas une Oui, non, réalité? j'arrive. Des pays comme la Libye, en pleine guerre, ils étaient plus heureux que nous et tout ça. Non, je crois qu'il faut être sérieux. Après, on prend ça comme des paroles de vérité. C'est vrai que ça aide les États à se dire, bon, on tire la sonnette d'alarme parce qu'il y a quelque chose, mais je pense que il faut commencer par chercher à savoir quels sont ceux qui font ce classement. Je le dis parce que j'ai essayé de regarder tout à l'heure. Et ce classement, je cherche les pays les plus corrompus au monde. Voyez les pays qu'on cite. Il y a le Yémen, le Venezuela, Soudan du Sud, Libye, Érythrée, Guinée équatoriale, Corée du Nord, Syrie. Vous voyez un peu, vous voyez quel genre de pays ils ont classé. Et le pays le moins corrompu, il y a le Danemark, la Finlande, Singapour, Nouvelle-Zélande et la Norvège. Maintenant, les vrais pays donneurs de leçons, on les met quelque part parce que c'est eux qui financent ce genre de classement. Et non, je crois que peut-être après, il faut faire un classement beaucoup plus sérieux et nous dire sur quels critères, quels sont les moyens par lesquels ils arrivent à le mesurer. Nous avons des grands pays comme le Canada, où dans le domaine des travaux publics, par exemple, tout se passe normalement, les appels d'offres, tout ça. Mais des enquêtes ont prouvé que il y a une dose de corruption inimaginable et la plupart de ces marchés-là reviennent pratiquement au même groupe qui présente plusieurs entreprises. Donc, je crois que... Mais c'est bien, pour moi, c'est un signal, mais ne pas accorder trop de crédit à ce classement parce que les pays africains, les pays qui n'ont pas une bonne presse en Occident, sont noircis dans ce classement et moi, ça me fait un peu mal. Maintenant, on peut être content au Togo de dire, bon, au moins, on a 70 pays au moins derrière nous. Ça veut dire. Mais je crois qu'après, la réalité, comme le disait Firmin, elle est partout, la corruption. Et nous-mêmes, quand nous réfléchissons, nous parlons sans que si nous sommes des acteurs même de cette corruption. Parfois, c'est nous qui proposons de l'argent aux gens pour nous faciliter certaines choses. Parfois, c'est des gens qui demandent. Et tout le monde, on n'a pas le même respect envers la chose publique. C'est-à-dire qu'on pense que ça, c'est pour tout le monde. On peut en profiter. Vous voyez, je réfléchissais la dernière fois, j'étais dans une voiture quand quelqu'un a mangé des choses et là, j'étais sur la route. Et je me dis, mais la corruption commence un peu par ça. C'est un geste banal. Je jette sur la route parce que ce n'est pas ma maison, ce n'est pas chez quelqu'un. Personne n'a le droit de parler. Vous comprenez un peu. Dans la chose publique, à partir du moment où on ne la respecte pas, nous tous, nous sommes des corrompus. Il suffit qu'on vous mette là-bas, là où les gens sont, peut-être qu'on fera pire. Maintenant, la corruption, il faut pouvoir aussi mesurer les dégâts pour voir un peu, parce que c'est un frein au développement. Beaucoup d'argent. L'argent est mobilisé, mais les objectifs ne sont pas atteints parce que justement l'argent passe quelque part. C'est là où je suis d'accord avec Gabin. Il faut aussi frapper de temps en temps, même si on ne peut pas attraper tous les poissons. Merci, Jamin. Attraper quelques-uns pour faire peur aux autres. D'accord, merci, Jamin. Oui, Théophile, c'est vrai que le journal Le Changement revient bien sûr sur le sujet. Le journal écrit indice de perception de la corruption IPC 2025. Le Togo passe de la 121e place
en 2024 à la 120e place. Et une avancée non applaudie par les affidés du pouvoir. Oui, c'est vrai que sur d'autres indices, ou du moins sous d'autres classements, on pourrait bien sûr écouter un peu un peu du bruit autour alors de la chose. Et ça veut dire que finalement, la corruption, oui, ça existe malgré les efforts. Je crois que, pour ma part, il faut se départir quand même de ceux qui produisent ces rapports-là, puisque c'est là n'est pas l'important, parce que le plus important, c'est de voir le positionnement du Togo, parce que, quoi qu'on dise, on sent un tout petit peu le quotidien des Togolais au terme de ce classement-là. Donc, le quotidien à divers niveaux, au niveau dans divers secteurs, sanitaires et autres, tout ça là. Je crois, Firmin l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de corruption sans qu'il y ait quelqu'un qui tende la main. Mais encore faut-il que ceux qu'on mette quand même régulièrement dans des structures au sein des administrations, tout ça là, je crois que même si Firmin l'a dit, il a donné un exemple palpable, même si on vous arrête, vous avez violé le feu, on vous arrête, vous tendez un billet de 1000 francs à un policier, le policier aussi pourrait refuser. Puisque s'il refuse, ça veut dire qu'il est dans une logique de correction, voilà, de corriger la personne. On prend la moto et après, vous irez payer officiellement. Je crois que ça pourrait aussi décourager ceux-là qui tentent de corrompre. Et quand on parle de la corruption, c'est dans plusieurs secteurs. Je crois avoir lu un document d'un enseignant de l'université de Lomé, M. Amouzou, et c'est un document intitulé « La bonne gouvernance sous le poids de la corruption », où les pots de vin se glissent par-ci, par-là. Je crois que ce problème aujourd'hui, ce n'est pas la question de ceux qui organisent ou bien ceux qui orchestrent ce bilan-là, mais ça permet quand même à nous les Togolais quand même de se mettre au pas et de corriger un certain nombre de choses pour que l'argent qui devait revenir à l'État ne se retrouve pas dans la poche de quelqu'un. D'accord. Oui, Gabin, c'est vrai que dans la semaine, il y a même le préfet d'Agou qui a fait sortir un communiqué en ce sens, parce que il dit avoir constaté que même pour la demande de la nationalité, il y a des gens, ou même dans l'administration, il y a des gens qui font alors dans les raquettes et tout. Et là aussi, c'est des choses quand même qui polluent l'environnement administratif. Oui, effectivement. Vous savez, il y a des choses qu'on a normalisées au Togo. Et on trouve que bon, c'est tout à fait normal de glisser quelque chose pour avoir un document ou bien un dossier dans un délai le plus court possible. Et parfois même, ce sont les usagers de ces services-là qui exigent à ce que, bon, peut-être celui-là qui va signer le dossier et autres là prennent quelque chose. Il y a eu, déjà, moi j'ai un grand frère qui m'avait demandé de lui faire un dossier pour son enfant à la justice et tout. Je lui ai dit, ce dossier-là, réglementairement, ça fait 2 semaines. Il a dit non, tu ne peux pas faire autrement et tout. Je lui ai dit non, je ne peux pas le faire. C'est impossible. Parce qu'aujourd'hui, il y a des circuits qui sont bloqués au niveau de la justice. Vous avez été sincère avec lui? J'ai été sincère, je lui ai dit, même si tu donnes de l'argent, je ne pourrai rien faire. Les 2 semaines vont s'écouler avant que tu n'obtiennes ton dossier. Et il a eu à comprendre. Les 2 semaines sont passées, on m'a remis le dossier et puis il a eu. Je pense qu'il y a eu un travail au niveau de la justice qui a été fait notamment par le ministre Namtougli quand il était passé avec l'installation du bailliage et autres. Là, beaucoup de choses ont évolué au niveau de la justice. Il y a des choses que vous ne pouvez plus faire. Même ceux-là qui travaillent à la justice et autres, là, même les usagers, tout le monde a peur aujourd'hui d'enfreindre un certain nombre de règles parce que la loi est là, il faut tout simplement la respecter. Et ce genre de personnes, moi, je lui tire chapeau parce qu'il faut implémenter un certain nombre de choses, surtout implanter la discipline dans le corps de ceux-là qui travaillent dans l'administration. C'est très important. Et aujourd'hui, et même au niveau il a écourté même le délai de délivrance de certaines choses. Par exemple, aujourd'hui, vous pouvez demander votre casier judiciaire et l'obtenir aujourd'hui même. Vous voyez, avec ça, personne n'a plus besoin de débourser des fonds pour quoi que ce soit au niveau de la nationalité. Là où vous faites le dépôt, ce n'est pas au même endroit que vous retirez. Là où vous faites la demande à ligne et autres, là, ce n'est pas au même endroit que vous faites le dépôt physique. Et donc, ils ont diversifié les choses, mais
tous ces fonds-là rentrent dans les caisses de l'État. Et je pense que c'est à encourager. Maintenant, les Togolais sont habitués à certain nombre de choses quand on parle de policiers ou bien des agents des forces de l'ordre qui prennent des sous et autres là. C'est l'habitude. C'est l'habitude et je pense qu'avec le temps, si on arrive à être assez rigoureux, je pense que ça va pouvoir aller. Il y a des policiers qui, à un moment donné, ils refusent. Hein. Il y a des policiers qui refusent de prendre de l'argent. Peu importe la somme que vous donnez, ils refusent tout simplement de prendre parce que vous avez enfreint à la loi ou bien à la règle. Même s'il est seul là-bas, il va vous demander d'être réglementaire. Moi, j'allais un jour à la plage avec ma femme et autres. On a violé les feux tricolores. Et c'est une confession que je suis en train de faire. On a violé les feux tricolores, on nous a arrêtés. C'est un dimanche, le policier, il était seul là-bas, mais il nous a arrêtés, il nous a gardés là-bas pendant plus d'1 heure de temps avant de nous remettre les dossiers de la voiture avant qu'on ne parte. Et nous en conseillé que même si c'est dimanche, on pense la plupart du temps que la voie est un peu clairsemée, il n'y a pas beaucoup de monde qui sont en train de passer, mais le fait qu'on viole, quelqu'un peut venir de l'autre côté alors que lui, son feu est vert. Donc, il nous a réprimandé et tout, et puis on a accepté, et puis on est parti. Vous voyez un peu, celui-là, il n'a pas accepté de prendre 1 000 francs, de prendre 2 000 et de nous laisser partir. Et maintenant, par rapport aux partis politiques, je pense qu'il faut un peu laisser les partis politiques se reposer. Parce que quand tu fais un constat, c'est toi qui es à la tête de l'État. Tu as tous les renseignements possibles. Et quand tu dis quelque chose, ça veut dire que tu l'as constaté. Tu sais très bien qu'il y a des gens qui font ça. Il faut tout simplement les faire interpeller par la justice et tout le monde sera situé. C'est tout. D'accord. Ok. Oui, on va quitter le sujet. On s'intéresse à cet autre sujet également qui a fait de remous alors dans cette semaine. Je veux bien parler alors de cette affaire foncière où ce problème foncier, litige foncier, bien sûr, a déticopé. Et là, c'est une femme, il est dit Dame Aïcha, qui vient et dit qu'elle veut récupérer même d'ailleurs pratiquement 3000 hectares et avec également un certain nombre alors de choses où elle a creusé des tranchées pour que les riverains n'aillent plus alors chercher de l'eau à là où ça se passe alors d'habitude. Nous avons vu cela dans le reportage que notre confrère Roger Amemavo avait produit alors sur le sujet. Mais on se pose la question de savoir, mais quand il s'agit, au-delà de la corruption, aujourd'hui, la question foncière demeure aussi de l'épine alors dans nos bottes, là. Oui, la question foncière est très épineuse. On a dit, je ne sais pas si j'ai le chiffre exact, mais au moins on disait que 60% des affaires... On parlait même de 80%. Là. Voilà, qui sont devant les tribunaux concernent le litige foncier. Donc voilà, vous me donnez même un pourcentage beaucoup plus élevé. Donc c'est dire que l'essentiel des problèmes des Togolais, des litiges, c'est lié à la terre. Et on sait qu'il y a eu pas mal de réformes qui ont été faites au niveau de la justice. Mais est-ce que les choses ont véritablement avancé? C'est la question qu'on se pose. L'autre question aussi, c'est la sécurisation du foncier. Et donc, au niveau de l'OTR, des efforts sont faits aujourd'hui dans le sens de la digitalisation. Des efforts sont faits aussi pour renseigner ceux qui achètent des terrains. Parce qu'aujourd'hui, avant d'acheter un terrain, il faut aller vérifier. Il ne faut pas aller sur le terrain parce qu'il n'y a pas de bâtiment, parce qu'il n'y a rien, dire que le terrain, on peut l'acheter. Donc, il faut aller vérifier pour voir déjà si ce n'est pas un terrain qui est dans une réserve de l'État. Après, pour voir qui sont les propriétaires. Ce n'est pas un terrain qui est déjà immatriculé au nom de quelqu'un. Donc, il faut s'informer. Généralement, c'est ce que les gens ne font pas. Parce qu'ils font confiance aux démarcheurs, ils font confiance à ceux qui viennent se présenter comme des mandataires ou comme des propriétaires. Et eux, ils s'arrangent pour vendre la même terre à plusieurs personnes et ils laissent maintenant les acheteurs se bagarrer. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que généralement, on ne porte même pas plainte contre celui qui a vendu. Les acquéreurs s'affrontent entre eux. Mais celui qui a empoché tout l'argent, on le laisse tranquille. Et puis, moi, je crois qu'il faut poursuivre d'abord celui qui a vendu. Laisser carrément les autres acquéreurs. Mais, généralement, ceux qui s'affrontent, c'est ceux qui ont été arnaqués.
Et c'est fatigant. Vous allez voir des gens même vieillir et mourir sans avoir vu la fin du règlement de ce litige-là. Et c'est beaucoup de stress parce que les gens s'endettent pour acheter des terrains. Et au Togo, on s'attache beaucoup à son chez. Chacun veut avoir au moins une chambre-salon. Quand on le fait, on croit qu'on a réussi sa vie. Et donc, vous allez voir les gens, même quand ils ne mangent pas, et quand ils arrivent à construire, ils estiment qu'ils ont réussi leur vie. Et ça fait qu'aujourd'hui, il faut que la justice soit vraiment du côté de la vérité. Il faut aussi que ceux qui vendent les terres, parce qu'entre-temps, l'idée est venue que l'État rachète les terres pour qu'on gère mieux, mais je crois que ça n'a pas beaucoup prospéré. La terre appartient toujours aux collectivités. Et ces collectivités-là s'organisent. On présente un premier mandataire qui vend, et puis dès que l'argent est fini, les mêmes familles mandatent un autre et lui dénonce le premier mandataire et il revend et ainsi de suite. Et on laisse ces gens-là tranquillement. Personne ne les poursuit. Vous allez voir les acquéreurs s'affronter entre eux. Je crois qu'il faut que la justice revoie un peu les choses et qu'on puisse régler ce genre de problèmes. D'accord. Oui, Fimer, oui, ces questions de litige foncier, bien sûr, on en parle toujours, mais ça demeure, le problème demeure. Hein? Moi, c'est une question qui m'embrouille, parce que je n'y comprends pratiquement rien. Acquéreur, tout ça, moi, je ne comprends pas. J'ai l'impression que l'État ne veut pas prendre le problème à bras le corps, de la façon la plus dure, la plus coercitive. Parce que ça fait des années qu'on dénonce. Vous, à la place de l'État, qu'est-ce que vous auriez fait? Non, ça veut dire que l'État rachète toutes les terres, c'est tout. C'est possible? Oui, c'est possible. Si on se dit, on va le faire, on prend 5 ans pour mettre tout en place, on le fera. C'est l'État, en fait. C'est-à-dire le fait de laisser la terre aux collectivités, la gestion de la terre aux collectivités, c'est ça qui nous met dans tout cet état-là. Vous avez la triple vente, quadruple vente et tout ça. Et puis c'est des choses qui se passent régulièrement. Même aujourd'hui, ça se passe encore. Ça veut dire qu'en réalité, l'État reste là et puis laisse faire. Et puis il y a des gens qui meurent avec ces histoires. Des gens qui meurent, on brasse des gens, comme on a l'habitude de le dire. On brasse des gens. Donc, moi je dis, la grande responsabilité revient à l'État. La terre doit appartenir ou doit revenir, ou sa gestion doit revenir à l'État. Mais Théophile, est-ce que vous comprenez que déjà devant ce fait, on voit quand même l'État un peu impuissant là? Impuissant, véritablement, parce que j'avais eu un dossier là que nous avions traité dans nos colonnes en temps, ce qui a nécessité des déplacements au niveau de la direction de l'urbanisme. Nous étions allés. Je crois que le problème est beaucoup plus profond, puisque quand on parle de la double vente, triple vente et tout ça là, les signatures aussi, ça provient de quelque part. Et ceux qui signent véritablement, ceux qui doivent quand même accompagner donc à l'apaisement donc de ces litiges là, ce sont les mêmes personnes qui signent une première vente, une deuxième vente, une troisième vente. Et je crois que le problème est beaucoup plus crucial. Et nous étions allés à la direction de l'urbanisme. On a vu qu'il y a des propositions mirobolantes qui sont faites aux gens à travers une simple signature. Il faut passer sa signature pour que ça passe, moyennant des hectares, quelque part. Et ça bloque, puisque le DG était quand même frustré par rapport à cette situation-là, puisqu'il y a eu des dossiers des années qui datent sur sa table. Il me dit que telle personne est passée par là, et l'autre est passée, et le dossier est pendant sur la table, et on demande à ce qu'il signe, alors que les choses ne sont pas claires. Je crois qu'aujourd'hui, quand Firmin l'a dit, il faudrait véritablement aller à la question du fait que la terre appartienne finalement à l'État, mais ça va être un peu difficile. Est-ce que ce serait facile à l'État de récupérer tout cela? Ce ne serait pas facile. Voilà, ça va être très difficile du moment où on sait qu'aujourd'hui, comment est-ce qu'il faut arranger toutes ces litiges-là avant d'aller à ces achats-là? C'est la grande interrogation. Oui, mais Gabin, vous êtes dans les rouages de la justice, mais finalement, c'est des problèmes que la justice connaît tout le temps là. Bon, est-ce qu'en partie la justice elle-même n'est pas le problème dans cette histoire-là? Comment ça? C'est pas moi qui suis en train de le dire, c'est le président de la Cour suprême, Yaya, qui l'avait dit. Qu'il y a même des juges qui ont beaucoup plus de superficie que des propriétaires terriens, c'est-à-dire des propriétaires autochtones, à cause de ce genre d'histoire-là. Parce que bon... C'est-à-dire des juges sont mêlés à cette affaire. Bien sûr, certains juges sont complices de ce genre de faits. Il suffit juste d'aller un peu vers la préfecture de Dior, puisque c'est ce que moi j'ai vu, des hectares qui appartiennent aux juges. Quelqu'un, il n'est pas propriétaire terrien, il n'est pas de cette localité-là, mais il a des hectares et puis il met des troupeaux de bœufs et autres là-dessus.
Vous voyez un peu. Et c'est assez difficile de faire confiance à quelqu'un dans cette histoire-là, parce que quand les individus dans un pays n'arrivent pas à respecter la loi, ben, la justice est le dernier rempart. Mais si la justice même se fait complice de ce genre de trucs, ben, ça ne peut pas aller. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui se prévalent du fait que non, je connais tel juge, il est temps, et puis ils se permettent de vendre une fois, 2 fois, 3 fois le même terrain aux mêmes personnes. Et j'ai l'impression que nos services administratifs aussi ne font pas bien leur travail par rapport surtout au service cadastral. Parce qu'il y a certaines personnes, avant d'acheter un terrain, ils font toutes les enquêtes possibles. Mais, arrivé à un niveau donné dans les normes, même au niveau du service cadastral, on devait leur dire, monsieur, ce terrain-là a été déjà immatriculé au nom de telle personne. Mais vous allez voir, bon, on va faire le dossier à cette personne-là, et un seul terrain se retrouve avec un titre foncier, 2 titres fonciers, 3 titres fonciers. Et au jour du litige, tout le monde présente son titre foncier. Certains titres fonciers même sont antidatés. Vous voyez? Antidatés, hein? Oui, bien sûr. Sont antidatés pour que, bon, on dise que non, celui-là, peut-être, je vous donne un exemple. Celui qui a acheté le terrain premièrement, son titre foncier date de 2002, par exemple. Mais quelqu'un qui vient d'acheter le terrain, peut-être en 2016, il dit que non, son terrain a été acheté en 1979. Il a antidaté le titre foncier pour se prévaloir du droit d'acquérir ce terrain-là. Donc, c'est beaucoup de choses qui se passent dans ce milieu. Et j'aimerais quand même remercier le président du conseil par rapport à cette histoire qui s'est passée à Détikopé la fois dernière, au village de Ali. Latékopé. Vraiment, il a agi avec promptitude. Et aujourd'hui, quand vous allez sur les lieux, les barbelés ont été enlevés. Et les tranchées ont été fermées. Les tranchées ont été fermées, les populations ont recommencé par aller aux activités. Mais je pense que notre Assemblée nationale actuelle doit revoir la législation par rapport au code domanial et foncier, parce qu'il n'y a même pas de superficie maximale qui est fixée à un individu. Vous voyez, tu peux acquérir 5 000 hectares, 30 000 hectares, si tu en as les moyens. Donc, je pense qu'il faut aller vers, premièrement, la réglementation de la superficie maximale à acquérir, et puis après, on va voir les autres contours. Sinon, faire revenir les terres à l'État aujourd'hui, ce n'est plus du tout possible. Ça va créer des conflits. D'accord. Merci, chers confrères. Et on va donner la parole à nos auditeurs, puisque c'est aussi le principe alors de l'émission. 90 86 35 35 91 36 63 75, les 2 numéros sur lesquels vous pouvez nous appeler et réagir, bien sûr, sur les différents sujets débattus ici au Club de la Presse. Je rappelle que nous sommes toujours avec Emerson Aivo, qui est toujours avec nous. Et peut-être pour des questions concernant l'événement de demain, il est là pour également répondre. Merci. On donne la parole, ou du moins, on fait un clin d'œil à la technique, on revient. Du 24 au 28 février 2026, rendez-vous à Lomé pour la 13e édition du YAS FIMO 228, la semaine de la haute couture au Togo. Un thème, naître et renaître, 2 jours de masterclass, 3 jours de défilé, la semaine des amoureux de la mode. Jeudi 26 février, défilé sur invitation à l'Institut français. Vendredi 27, défilé haute couture à l'Hôtel Onomo. Et le samedi 28, apothéose avec les internationaux de la mode, toujours à Onomo. Infoline 00228 70 08 70 70 www.fimo228.com. Du 24 au 28 février 2026, YAS FIMO 228, The Place to Be. Vous avez du talent? Nous avons le YAS FIMO 228. Centre de prière Jésus-Christ le rocher de mon salut et EI Segment et Fils présente le grand concert de célébration de Eugène Ablodévy. Grâce sur grâce. Rendez-vous le 15 février 2026 dans la salle de spectacle du lycée technique d'Adido Gomé. Venez faire une expérience unique d'une autre dimension de la grâce avec ce grand concert de célébration de l'infatigable Eugène Ablodévy. Retrouvez sur scène chantre Paul Blessing, Ernaud, chantre Enoch,
Chantre Moïse, Calife, Chantre Light, Sarabi et Chantre Pauline. Entrée 2000, 5000 avec un mouchoir grâce sur grâce offert. Réservation VIP 10 000 francs, 2 mouchoirs grâce sur grâce. Mention spéciale à nos parrains et marraines. Marraine Maza, parrain Cyril Akonon, parrain DG Emmanuel, parrain Pasteur Mas, marraine Damari et marraine Clo la classe. Infolène 90 95 48 86 ou 97 09 35 35. Dieu vous bénisse. Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. Communiqué de presse. ROC, ouverture des candidatures à la 8e édition du prix togolais de la qualité PTQ. La haute autorité de la qualité et de l'environnement ROC, à travers sa structure technique, l'agence togolaise pour la promotion de la qualité ATOPROC, invite les entreprises et organismes publics togolais de tous les secteurs d'activité socio-économique du district autonome du Grand Lomé et des 5 régions économiques à concourir à la 8e édition du prix togolais de la qualité. Le PTQ est une compétition nationale de promotion de la culture qualité qui, 1. valorise le mérite et la performance des entreprises et organismes publics. 2. encourage l'amélioration continue et le management de la qualité. Et 3. constitue une passerelle vers le prix UEMOA et le prix CEDEAO de la qualité, offrant l'accès au marché régional africain et international. Entreprise éligible du PTQ, catégorie C, petite entreprise de 1 à 20 salariés, catégorie B, moyenne entreprise de 21 à 100 salariés, catégorie A, grande entreprise, plus de 100 salariés. Niveau de distinction de PTQ, prix d'excellence, prix d'encouragement à l'excellence, prix de maîtrise de la qualité, prix d'engagement à la qualité. Frais de dossier de candidature du PTQ. Catégorie C, 150 000 francs CFA. Catégorie B, 300 000 francs CFA. Catégorie A, 400 000 francs CFA. Soumission de candidature. Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 27 février 2026. Le dossier de candidature est disponible au siège de la ROC, à Toproc, 6 à Kakaveli, derrière la direction générale ICAT. Pour toute information, contactez le plus 228 90 74 63 46 ou le 90 96 67 43 ou écrivez au roc.togo.qualité@gmail.com. roc.togo@gmail.com. Vous nous écoutez en ce moment? C'est grâce au soleil. Oui, Canal FM fonctionne désormais à l'énergie solaire grâce à une installation signée Timef. Plus de coupures, plus de silence à l'antenne, même quand le courant part. On reste connecté, alimenté et écolo. Merci à Timef pour avoir rendu notre voix aussi fiable que le soleil. Timef à Adido Gomé, un seul numéro, 90 08 04 20. Haut de gamme de Canal Boutique, votre magasin de prêt-à-porter où vous trouverez tout article vestimentaire homme. Pour le renouvellement de votre garde-robe, pour votre mariage ou autre cérémonie, vous trouverez ce qu'il vous faut à haut de gamme de Canal Boutique. Costumes 2 ou 3 pièces, saharienne, blazer, pantalon chemise, ceinture, chemise et chaussures, le tout de qualité supérieure. À haut de gamme de Canal Boutique, passez les commandes des articles pas disponibles en magasin. Vous aimez du beau? Alors faites-y un tour. À Canal Boutique, vous y trouverez de la qualité. Canal Boutique, boulevard du 13 janvier, en face du feu tricolore et du terrain nu de la Lolato. Contact 90 77 97 07. Canal FM. De la presse. Et maintenant, nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90
86 35 35, 91 36 63 75. Les deux numéros, bien sûr, sur lesquels vous pouvez nous appeler. Vous pouvez également réagir sur notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Bonjour Basile, comment vous allez? Ouais, togolaisement. Dieu merci. Allez-y. Alors, je salue tous vos confrères en studio pour dire qu'aujourd'hui, Filmé a dit quelque chose qui est bon. En son temps, quand moi je l'avais dit, il y a une petite dame qui est sortie, il a dit que c'est parce que moi j'ai vendu déjà mes terrains. C'est pourquoi il dit que réglementairement, dans le titre, dans le domaine foncier plutôt, le terrain doit appartenir à l'État. Si aujourd'hui, quelqu'un se lève et dit qu'il a acheté quelque part à Natekopé, il n'y a pas longtemps, une autre, et c'est les filles, hein, c'est les filles, les gens qui ont les petits là. Donc, c'est eux, c'est elles plutôt, qui font ça à cause de qui? À cause de ceux qui nous gouvernent. Bon, maintenant, si le terrain appartenait à l'État, soit que c'est l'État qui va aller prendre là-bas et leur donner, et il n'y aura même pas de problème. Cette affaire, on ne viendra pas me dire que c'est parce que moi j'ai vendu mes terrains, et c'est pour cela que moi je veux que l'État prenne le reste des terrains pour, à lui, et quitte à lui-même maintenant de distribuer à qui il veut, sans même savoir d'où je viens. Chez moi, le phosphate, c'est le phosphate qui a pris, moi, mes terrains. Voilà. Bon, le gars est toujours là aujourd'hui. Quand je dis quelque chose, il est derrière moi. Moi, je ne comprends pas. D'accord. Merci. Oui, non, je n'ai pas fini. Oui, mais rapidement, parce qu'il y a beaucoup de personnes en ligne, Basile. Oui, mais j'aimerais dire que les auteurs de ces classements, ou bien de comment vous dites là, bon, moi, je le dis depuis. Je dis qu'on n'est pas venu au premier rang. Le Togo doit se réjouir que vraiment, cette fois-ci, nous n'avons pas assisté le fait de l'eau qui a coulé sous les ports pour que le Togo soit encore premier là-bas. Chaque fois que nous, on est premier, moi, je tiens ma tête qu'on commence une autre traversée du désert. D'accord, merci Basile. Voilà. Oui, Basile, merci merci pour votre intervention. 90 86 35 35, 91 36 63 75. Allô? 90 86 35 35, 91 36 63 75. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour Pascal. C'est Patrick. Ah, c'est M. Ballot. Ah, M. Ballot. Autant pour moi. Allez-y. Oui, moi, c'est le problème foncier qui est mon problème parce que je vous avais dit l'autre fois que je suis dans le cas actuellement. Oui, parce que si le gouvernement ne prend pas des dispositions dans ce que nous qui avions des problèmes de terrain au Togo, c'est la mort. Actuellement, je voudrais dire que et mon argent et le ciment, 6 tonnes, tout est sur le chantier. Et on me dit, on est venu m'arrêter mes travaux. Et je ne sais pas comment faire. Vous voyez, un de vos confrères vient de le souligner là-bas. Lui maîtrise bien le dossier. C'est les services cadastres et autres là, et la justice qui nous mettent dans des problèmes. Comme un service qui est là, qui est censé nous situer, on te fait le même papier. On fait le même papier à 2 personnes, 3 personnes. Et après, quand tu veux parler, on dit que c'est une zone non approuvée. Donc, que c'est le titre foncier qui doit nous départager. Or, le titre foncier, au Togo, il faut 2 ans ou 3 ans. Dans les 2 ans, 3 ans là, c'est ça qui cause les litiges. Et les gens s'entretuent. Hein? Comment on peut dire que un service fait le même papier à 2, 3 personnes? Vraiment, il faut que le chef de l'État, le PC, prenne ce problème à bras le corps.
Sinon, vraiment, Pascal, c'est plus que la mort. Hein. Merci, M. Balo, pour votre intervention. Bonjour, Canal FM, je salue le plateau. Ce mot corruption qui gangrène notre administration en voyant le rang qu'occupe notre pays, le Togo, la corruption à haute dose se pratique par certains éléments de la police DSR sur le tronçon Lomé-Anéro que j'emprunte. Ces policiers demandent forcément à chaque véhicule de transport la somme de 1000 francs CFA et c'est dans leur poche et non pas dans le compte alors de la police. C'est Léona qui nous écrit depuis Nyekonakwe. 90 86 35 35. Allô? Allô? Bonjour. Oui, bonjour, chef. C'est Sylvain. Oui, c'est Sylvain. J'espère que vous allez bien. Et je vais très bien. D'accord, allez-y. Bon, tout ce qui concerne le foncier, nos juges ont une part de responsabilité. Vous rendez un jugement et puis, patati patatra, on renverse la situation parce que l'autre a amené une mallette pleine de billets. C'est ça la corruption aussi. Le foncier, ça ne va jamais cesser au Togo. Et c'est ça qui va secouer le Togo bientôt. Parce que si on ne prend pas les mesures, nos juges, il faut vérifier nos juges. Leur jugement. Comment ils rendent leur jugement? Et puis hier, j'ai vécu un fait. Les policiers qui sont au feu rouge interpellent pour une infraction. Vous n'avez pas le droit de poser une question. Pour qu'on vous explique pourquoi on vous arrête, on vous interpelle. Et puis on vous cache toute une journée. On vous amène la moto à la BM. Et c'est vous qui allez payer le transport. Et avec les frais d'inflation, et ça fait 7500, il paraît. J'ai payé 5000 francs hier, ça m'a fait froid au dos. Parce qu'on ne m'a pas expliqué pourquoi je paye les 5000. Merci Sylvain. Bonjour Canal FM, s'il y a double vente, il faut une institution pour stopper cela. Et bizarrement, derrière, qui autorise? Et cette dernière qui l'autorise, c'est Yaovi qui nous écrit à Nukafu. 90 86 35 35 91 36 63 75. Allô? Oui, allô Pascal. Évangéliste Senghor, bonjour. Comment vous allez? Ça va, j'espère que vous allez bien. Tout le plateau. Hein. Le plateau aussi vous salue. Bon, sinon mon frère a affirmé, il a tout raison. Au Burkina Faso, c'est le gouvernement. Les terres appartiennent à l'État. Au Burkina Faso, je ne sais pas le Bénin, d'autres terres, je ne sais pas. Voilà, il a raison. Merci. Bon, mon grand-père a fait ses points, il a fini avec lui à l'époque, et c'est une minorité qui s'accapare. Je remercie, je salue aujourd'hui à son âme, au feu et à Dema. Autant de Yadema, tu as qu'il faut prendre 1 million au Togo, il va t'interpeller. Soit tu fais pour aller au Ghana ou tu es là, tu es en prison. Maintenant, durant les 20 ans, Paul Yassine n'a même pas interpellé une personne. Alors que celui qui avait dit cela, hein. Bon, ok, nous sommes là dans la 5e République. Je l'interpelle qu'il arrête tous ceux qui sont en train de prendre les biens publics. Sinon, nous avons dit qu'il est le président des minorités. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas que quelqu'un seul peut ramasser des milliards. Tu vas manger combien avant de mourir? Dans ton cercueil, il n'y a pas l'argent, il n'y a rien. Et comment on peut comprendre les choses comme ça? Et encore, craignons Dieu, hein? Sinon, tous ceux qui détournent l'argent du pays là, on peut prier n'importe comment vous allez en enfer. Merci beaucoup. Merci Évangéliste Senghor pour votre intervention. 90 86 35 35 91 36 63 75. Michel, nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte alors de cette émission. Allô? Allô? Oui, bonjour Madame Messi. C'est moi. Oui, c'est Madame Messi. C'est moi qui suis bon. Bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Yes. Avec tous les étudiants, la fumée, l'air est pollué, comme le système aussi est pollué, et nous pollue la vie. Bon, vous dites que l'État doit prendre les fonciers, tout ça là. Non. Pas cet État-là. Cet État nous a pris nos fonciers depuis longtemps. Et a foutu cette merde-là. On n'a pas demandé aux Sahéliens de détruire leurs trucs là et venir s'accaparer de nos terres ici.
Est-ce que vous voyez ce côté aussi? Ils sont venus s'accaparer de nos immobiliers et tout, et puis ça règne dedans ici. Moi, je ne suis pas d'accord. Ce régime nous a tout fait. Je le dis, affirmé à Pouli là-bas. Ils nous ont fait toutes les misères au monde, terrien, tout ça, l'économie, machin. C'est bon. Leur mandat est fini depuis des décennies. Ils doivent passer la main pour qu'on soit bien. D'accord. Regardez même ça, la politique. Les flics Merci, madame. sont recrutés et ils nous veulent. Merci, madame Messi, pour votre intervention. Nous revenons en plateau. Je lis rapidement ce message. Bonjour, Canal FM. Si quelqu'un a payé des terrains durant 10 à 15 ans, il est parti où avant que ce terrain soit vendu à d'autres personnes. Donc, l'État doit revoir ce problème et revoir l'affaire de permis de construire au 1 tampon ou 3 tampons pour la construction. Pardon, c'est Bernard qui nous écrit depuis Tonukouti. C'est bien ça. Nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table avant de mettre fin à l'émission. J'aimerais, vous avez écouté les uns les autres se prononcer sur justement les sujets débattus ici au Club de la Presse. Votre réaction? Je n'ai pas une grande réaction. Hein. Je comprends toutes les positions. Et je crois que ce sont des sujets qui sont très préoccupants pour les Togolais. La corruption, c'est un effort collectif. Hein. C'est tout le monde qui est corrompu, actif ou passif, d'une manière ou d'une autre, à un petit degré ou à un grand degré. Donc, quand je parlais de petits poissons, de gros poissons, et l'affaire des terrains, je crois que c'est aujourd'hui une arête dans la gorge de la justice togolaise. Il faut que les magistrats se réveillent, mais en amont aussi, il faut qu'au niveau de l'ETR, le processus de sécurisation et d'abstention aussi comment on appelle ce papier, le titre foncier. Voilà, soit simplifié, mais sécurisé. Et je crois qu'on évolue progressivement. Mais après, c'est compliqué. Je pense aussi qu'il faut changer des lois pour que ces acquéreurs-là aussi paient un certain prix de leur malhonnêteté, parce qu'on ne va pas laisser les citoyens parfois s'affronter et puis au passage saluer la réaction du président du Conseil dans cette affaire qui a permis de calmer le jeu. On espère qu'une solution plus juste sera trouvée à cette situation. D'accord, Gabin, 30 secondes. Oh bon, pas grand-chose à dire. Juste un bon week-end à tout le monde et que Dieu bénisse le Togo. Merci beaucoup à vous, Gabin. Firmin? Merci à tous ceux qui nous ont appelés, qui sont intervenus. Alors que Dieu nous bénisse et bénisse le Togo. Théophile? Oui, bon, moi ce que je peux dire, c'est par rapport aux sélectionneurs des éperviers, puisque bientôt vont s'ouvrir les fenêtres FIFA en mars. Jusqu'alors, on n'aura pas de sélectionneur. Ça me tient à cœur. Et si c'est Hubert Velud qui doit revenir, il faut que ça soit vite acté pour que nous puissions avoir au moins un sélectionneur avant les prochaines joutes. Voilà. Même à la une de votre journal, Le Populiste, vous avez titré « Épervier, quelle côte pour relancer la machine après d'arrêt ?» Et vous écrivez à la suite de cela le retour annoncé de Velud et solution au recyclage. Voilà. C'est une question que vous posez. Emerson, nous allons nous retrouver demain. Oui, demain, à partir de 19h. À partir de 19h, comme on l'a dit, il faut être à l'heure. Pour le cinéma, il faut être à l'heure. Donc à 19h, on a beaucoup de choses à vous offrir. Et de 19h jusqu'à 22h, on va passer un bon moment ensemble. Et après, vous pourrez continuer la soirée Saint-Valentin où vous voulez pour aller manger et ajouter d'autres choses à cette soirée-là. Donc, on espère vraiment que les gens vont se mobiliser, surtout pour soutenir le cinéma togolais, parce que c'est pas facile, et nous donner encore de l'espoir d'avoir des moyens d'éduquer notre population. D'accord, merci Emerson. Oui, j'avais oublié de le rappeler, les prix. Donc, il y a des tickets de 3 000, de 5 000 et de 10 000. Le ticket de 10 000, c'est pour les couples, pour qu'ils gagnent un billet d'avion pour voyager sur Abidjan et faire un tour à Abidjan. Voilà, je pense que Gabin est bien placé quand même pour gagner cela. Mais merci beaucoup, chers confrères, d'être passés alors dans cette émission. Germain Pouli, merci d'être passé. Oui, Emerson, je voulais ajouter le numéro pour acheter. Voilà, le contact pour acheter les tickets, le 91 19
91 19 97 79. 91 19 97 79. Voilà. Mais merci Emerson d'être passé bien sûr dans cette émission. Merci à vous Jamais Poli d'être passé. Gabriel Diaro, merci d'être passé. Firmin Tako Agbo, merci d'être passé. Théophile Pointo, merci d'être passé. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés aussi pour vos diverses contributions à ce débat. Merci à vous. Merci à Michel Toméga qui a assuré la mise en onde. Géraud Dakuta a assuré la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Moi, je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Code de la Presse. D'ici là, portez-vous bien. Vous passez un bon week-end. Au revoir.